tous. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir en grand nombre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas côtoyé. Normalement, le regroupement fait des événements, mais dû à la crise sanitaire, bon, on a dû mettre bien des choses de côté. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter votre nouveau regroupement de Laval-Rive-Nord. Nous avons Éric Bilodeau, Valérie Paquin, Alexis Murray, Valérie Lamontagne et Mathieu Taillon. Il y a certaines personnes qui ont le micro ouvert, donc c'est un petit peu plus difficile. Et j'aimerais aussi remercier 3 personnes du regroupement qui ont donné énormément depuis des dernières années et qui nous ont quittés là, pour le travail et autres projets de leur vie. Donc, je voudrais remercier Nathalie Gélina. Nathalie a donné énormément au regroupement. Donc, c'était un énorme plaisir de travailler avec elle pendant beaucoup, beaucoup d'années. Je pense que Nathalie était avec nous pendant au moins 8-9 ans. Nous avons Dave McKinley. Merci, Dave, du travail que tu as fait. Tu es toujours quelqu'un de très dévoué, puis c'est vraiment agréable de travailler aussi avec toi. Et nous avons Yvon Blouin qui a quitté aussi pour d'autres projets. Merci beaucoup, Yvon. Ça a été une énorme satisfaction de travailler avec toi, puis tout le regroupement vous remercie beaucoup. Dernièrement, le regroupement avait travaillé sur un 5 à 7 estival que nous avions eu une très, très belle idée, mais que, évidemment, on a été obligé de reporter ou d'annuler simplement. Donc, on avait organisé pour juin un 5 à 7 à l'Archibald de Blainville. Toutefois, nous avons annulé. Donc, espérant qu'on puisse se revoir dans un prochain 5 à 7 pour festoyer. Donc, là-dessus, ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, si jamais vous aviez des commentaires souvent à passer pour les regroupements ou des suggestions à nous faire, bien, j'ai nommé toute l'équipe du regroupement. Puis ça nous fait vraiment plaisir là, de partager avec vous vos nouvelles idées. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Avant de débuter, je voulais juste revoir à vous certains petits détails techniques pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez remarqué, vos micros ont été fermés. Donc, c'est afin d'éviter tout bruit d'arrière-plan et de ne pas nuire à l'expérience de tous et toutes. Donc, on vous demande de le garder fermé et seulement lors de la période de questions, vous allez pouvoir l'activer. On va l'activer pour vous. Donc, la présentation d'aujourd'hui va durer environ une quarantaine de minutes. Puis on se garde une période à la toute fin pour les questions afin d'échanger. Vous êtes invité à poser vos questions vers la fin. Aussi, lors de la présentation, la fonction chat est active et puis des membres de l'équipe d'analyse du marché vont pouvoir répondre au courant de la présentation. Si vous désirez prendre la parole, donc il y a l'outil « Levez la main ». Vous allez retrouver ça au bas de votre écran dans la barre d'outils horizontale sous l'icône « Réaction ». Donc, simplement activer cette fonction et nous allons voir que votre main est levée. On va pouvoir gérer la période de questions plus aisément pour tous. Aussi, une petite précision comme quoi l'enregistrement, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée, pardon, et elle sera en rediffusion sur l'extranet de l'association sous l'onglet des vidéos. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Charles Brandt, directeur de l'analyse du marché et son équipe. Charles, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, Charles Brandt, directeur du service de l'analyse du marché depuis maintenant une année. Peut-être certains d'entre vous me connaissent à l'occasion, sont venus me voir à l'occasion de notre événement annuel Fenêtre sur le marché immobilier pour présenter les perspectives de marché pour l'année 2020. Alors, je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous, chers membres de la région de Laval aujourd'hui, avec l'opportunité qui nous est donnée avec cette initiative du flash immobilier, qui nous sert de lien finalement pour faire le point sur la situation du Covid et essayer de comprendre ce qui se passe et voir ce qui s'en vient. Alors, c'est notre 5e présentation auprès des regroupements. Nous sommes très heureux donc du déroulement de ces événements. Alors, mon équipe et moi avons préparé pour vous pas mal de contenu statistique, mais le but, c'est davantage d'avoir une discussion avec vous parce que c'est vous les experts du marché
C'est vous qui allez nous donner vraiment l'information de terrain, le feedback, là, de manière plus générale. Alors, on compte beaucoup sur votre participation à la fin de la présentation, pour vos questions, vos commentaires, puis on va vous poser aussi des questions parce qu'il y a certains éléments là qui nous échappent peut-être pour avoir une vue plus complète de la situation. Alors, je vais laisser à l'équipe le soin de se présenter. Donc, Eric, si tu veux bien commencer par toi. Et voilà. Désolé, j'avais oublié mon micro. Bonjour, mon nom c'est Éric Lemieux. Je suis économiste principal pour la PCQ. J'ai une expérience variée. J'ai travaillé longtemps comme ingénieur, mais à l'extérieur. Je suis économiste depuis un certain temps. Et j'habite à Laval. Donc, je connais un peu votre région. Et je vais sûrement, à la fin, vous poser beaucoup de questions ou choisir des courtiers au hasard pour répondre à mes questions. Donc, on se revoit très bientôt. Merci. Je pense que Maïka a le même problème que moi avec son micro. OK. Je pense que ça va. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, mon nom, c'est Maïka. Je me suis jointe à l'équipe d'analyse de marché tout récemment au mois de mars. Avant ça, j'ai travaillé à la FCQ et à Centris, où j'ai acquis de l'expérience en immobilier. Donc, je vais laisser la parole à Charles. Alors, Eric va être vraiment la personne pivot un petit peu pour l'animation. Et donc, il va prendre vos commentaires par chat, là, si vous en avez durant la présentation. Les membres de l'équipe vont présenter à tour de rôle aussi certaines parties de la présentation. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler un petit peu les informations qui sont, ce que fait le service d'analyse du marché et les informations qui sont publiées. Donc, vous connaissez sans doute les baromètres du marché de la revente par RMR que nous publions tous les trimestres, qui fait vraiment une analyse en profondeur de l'évolution du marché. Nous présentons aussi mensuellement les statistiques mensuelles et vous avez la chance, vous, en tant que courtier de la région de Laval, de pouvoir d'avoir accès à nos communiqués de presse mensuels qui font la situation plus précisément sur chacun des grands secteurs de l'agglomération de la région métropolitaine de Montréal. Nous présentons aussi de l'information économique sur le site Internet, qui fait une petite synthèse des éléments importants qu'il faut savoir, des différents rapports qui sont publiés par certaines institutions financières ou certains avis d'experts, donc pertinents pour une bonne compréhension de l'évolution du marché. Et puis, nous produisons aussi des analyses qui permettent de mieux comprendre les aspects importants du marché, de faire des prévisions. Donc, on rentre plus en détail dans certains éléments là, qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à comprendre et qu'on veut un petit peu creuser davantage. Alors, de manière générale, nous sommes à votre service. Et nous répondons à vos questions de marché à tout moment. Donc, vous pouvez nous contacter. Vous allez voir notre adresse de contact à la fin de la présentation. Alors, nous, notre objectif, finalement, au service d'analyse de marché, c'est finalement de vous équiper pour comprendre le marché et de le faire comprendre à vos clients. Alors, nous compilons ou nous agrégeons des statistiques de marché, les statistiques de marché Centris, qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution du marché. Donc, nous faisons cette agrégation selon des méthodes statistiques validées et particulièrement fiables et représentatives. Donc, ça, c'est un point très important et ça se fait depuis plusieurs années, vous le savez. Et puis, nous présentons aussi, nous vous donnons accès à des statistiques de marché plus détaillées par secteur géographique et par catégorie de propriété pour que vous ayez vraiment une information de fine pointe pour accompagner vos clients. Alors, les principales données analysées, vous les connaissez, ce sont évidemment les ventes, les nouvelles inscriptions, les inscriptions en vigueur. Au niveau des prix, on suit
calcule les prix médians et moyens, les délais de vente, puis on calcule aussi certains ratios, notamment les temps d'écoulement de l'inventaire afin de suivre plus en détail l'évolution du marché en faveur des acheteurs équilibrés ou en faveur des vendeurs. Calculons aussi des taux de surchauffe. Là, ce sont des taux qu'on a calculés récemment du fait de l'évolution du marché dans vos secteurs qui ont été pas mal en état de surchauffe au cours des derniers mois. Alors, les concepts d'analyse de base, donc vous les connaissez, hein, c'est la saisonnalité. Nous sommes dans une industrie saisonnière, il y a de la saisonnalité dans l'immobilier. Donc, nous, lorsqu'on sort des statistiques, on les compare toujours par rapport à la période précédente, 12 mois avant, la même période 12 mois auparavant. Donc, ça, c'est important pour éviter le biais de saisonnalité. La règle des 30 transactions, bon, pour chaque secteur analysé, s'il y a moins de 30 transactions, nous ne publions pas les statistiques parce que ce n'est pas représentatif. L'écoulement de l'inventaire, bon, là, Eric va vous présenter plus en détail, vous rappeler ce que c'est exactement, comment c'est calculé pour positionner les marchés dans leur cycle. Et nous utilisons le prix médian parce que c'est la meilleure mesure disponible actuellement au Québec pour évaluer les prix. On ne prend pas la moyenne, parce que comme vous le savez, les extrêmes, les transactions extrêmes peuvent avoir de fortes influences sur le prix moyen. Donc, avec un prix médian, on sait que pour un prix de référence, pour un prix donné, il y a autant de transactions qui sont réalisées au-dessus de ce prix qu'en dessous de ce prix. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le prix médian. Et là, on va introduire aussi un nouvel indice des prix des propriétés pour la région métropolitaine de Montréal, donc ça vous intéresse directement. Cet indice va permettre un suivi beaucoup plus précis des prix, va éliminer le biais de saisonnalité, donc on va pouvoir suivre l'évolution mois après mois sans avoir à le faire période sur période avec un an de décalage. Ça va nous permettre d'établir un juste prix pour chaque sous-secteur et sous-catégorie de propriété, donc de manière très, très précise, vous allez voir. On vous reviendra là-dessus dans les prochaines semaines. Et ça permettra une comparaison fiable et consistante des prix de Montréal avec les autres grandes villes canadiennes. Donc ça, en termes, pour les investisseurs, ça va être un outil très, très appréciable parce qu'on va pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Donc ça, c'est un élément important que je voulais souligner. Alors la présentation, là, on va rentrer dans le vif du sujet, s'articule en 5 sections. Alors, on va d'abord faire un très bref rappel de l'évolution du marché immobilier au Québec. Ensuite, Maïka va vous parler de la situation pré-COVID, au premier trimestre de la région administrative de Laval. Ensuite, on parlera, Eric parlera plus en détail de l'impact de la crise sanitaire sur le marché de Laval et ensuite où en est rendu Laval dans son cycle immobilier. Ensuite, je reprendrai la parole pour finalement vous parler du deuxième impact qu'on attend avec la crise économique que l'on subit et les perspectives de marché pour 2020 et 2021, notamment pour le marché de Laval. Donc, je vais laisser la parole à Maïka pour… non, c'est encore moi qui parle. Je vais vous faire un bref rappel de l'évolution du marché immobilier. Donc, comme vous le savez, l'économie québécoise a véritablement décollé depuis 2017 et puis le marché immobilier s'en est ressenti vivement avec une forte croissance de l'activité depuis ces 3 ou 4 dernières années pour atteindre vraiment un sommet en 2019, un record avec 12% de croissance des ventes, mais surtout une activité transactionnelle qui a frôlé les 100 000 transactions. On pensait les dépasser pour 2020, mais ça sera remis à plus tard. Alors, parallèlement, on a vu avec cette forte activité une chute des inscriptions en vigueur. Alors, certains marchés ont beaucoup plus vécu cette contraction de l'offre
que d'autres. Le marché de Laval fait partie des marchés qui ont connu une forte contraction de l'offre au cours des dernières années, donc un mix d'un fort engouement de la demande qui va participer à écouler l'inventaire, mais aussi une activité de construction qui n'était peut-être pas à la hauteur là, donc, pour mettre de nouvelles propriétés sur le marché. On continue. Et donc, avec ce resserrement finalement du marché, eh bien, les conséquences sont claires. Une accélération de la croissance des prix au cours des 3 dernières années, avec une forte accélération en 2019. Mais si vous regardez l'historique au complet, vous voyez que le marché québécois, de façon générale, a été très résilient, a fortement progressé, 176% de croissance annuelle cumulée, c'est vraiment énorme, sans véritablement de baisse. Là, même avec la crise financière de 2008, là, il n'y a eu pas d'impact tangible sur le marché. Et aussi avec les différents resserrements des règles hypothécaires en début de la décennie et le ralentissement économique qu'on a connu en milieu de décennie, ça n'a pas eu d'impact important. Donc, c'est sur les prix. Donc, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Je pense que le marché québécois va passer la crise sans trop de dégâts. Alors, je vais passer la parole à Maïka qui va donc parler plus précisément de l'évolution pré-COVID du marché de Laval. Merci, Charles. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la carte des territoires qu'on va couvrir tout au long de la présentation. Donc, ici, vous avez la carte de Laval avec les secteurs délimités selon le recensement fédéral. Donc, c'est des secteurs qu'on utilise dans le baromètre de Montréal. Vous êtes sans doute habitués de les voir. Donc, plus à l'ouest de Sainte-Dorothée jusqu'à l'est Saint-François, Saint-Vincent. Tout d'abord, on va regarder la performance d'avant-crise de la région. Donc, à gauche, vous avez un graphique qui montre l'évolution de la population au cours des 5 dernières années. On voit qu'il y a eu une tendance à la hausse de la population. En 2019, on a aussi enregistré une légère croissance, par contre, de 0,5% seulement, ce qui est quand même positif, mais légèrement en dessous de la croissance provinciale. Il faut souligner que c'est surtout la migration internationale qui va venir soutenir l'accroissement de la population dans la région. Au niveau de l'emploi maintenant, l'emploi se portait très bien au premier trimestre de l'année. On avait un taux de chômage qui était très bas à 5,9%. C'est un creux historique en plus de 20 ans. Pour les taux d'intérêt maintenant, c'est même son cloche à 5,04%, c'était très bas aussi. Faut par contre noter que les taux ont évolué depuis et se situent environ à 4,94% en ce moment. Vous le savez sans doute, les clients pouvaient par contre négocier des taux encore plus bas auprès des institutions financières. On parlait de 2,4, 2,45% au premier trimestre de l'année. Donc maintenant, pour ce qui est des statistiques immobilières, on a ici un graphique qui illustre l'activité résidentielle au cours des derniers trimestres. Donc, au premier trimestre, on a enregistré une croissance très importante de plus 25% par rapport à la même période en 2019. Avec 1637 ventes, c'était la première fois qu'on battait le record des 1500 ventes pour cette période de l'année et aussi un record depuis qu'on enregistre les statistiques centristes. On a souligné en vert les trimestres avec lesquels il faut comparer pour obtenir le pourcentage de variation. Comme Charles vous a expliqué plus tôt, il y a de la saisonnalité dans l'immobilier. C'est pourquoi il faut toujours comparer avec la même période l'année dernière. Donc, pas seulement pour les ventes, mais aussi pour les nouvelles inscriptions et les prix. Donc, maintenant, pour ce qui est des nouvelles inscriptions, on voit ici qu'il y avait vraiment aussi une tendance à la baisse à l'opposé des ventes. Au cours des derniers trimestres, on a eu 1943 nouvelles propriétés qui ont été mises en vente de janvier à mars de 2020, ce qui est un recul de 9% par rapport à l'année dernière. Aussi, il faut remonter jusqu'à 2009 pour obtenir un niveau aussi bas de nouvelles inscriptions. Maintenant, pour les prix, on le sait, lorsque les nouvelles inscriptions sont en baisse, puis que les ventes, eux, augmentent à un rythme assez important, on voit qu'il y a un resserrement du marché. Ce resserrement du marché-là, on va le voir un peu plus tard avec mon collègue Éric, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça crée une pression à la hausse sur les prix. On le voit ici pour une familiale, on a obtenu un prix médian de 376 000 $ au premier trimestre, ce qui est une croissance très importante de 10% par rapport à un an plus tôt.
Pour la copropriété, même chose, une croissance de 11 avec la moitié des unités qui se sont vendues à plus de 260 000 $. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Éric qui va voir avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Bonjour à tous. Comme Mecca a précisé, ça va être l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Nous avons décidé de vous montrer les ventes cumulatives sur 3 mois. Le graphique de gauche, c'est les ventes résidentielles pour le mois de mars et avril. Il y a 2 couleurs. La couleur foncée sont les ventes de 2020 versus la couleur pâle qui sont les ventes de 2019. Comme Mecca a précisé, la région de Laval vendait très bien jusqu'au 2 avril que vous pouvez voir qu'il y a une diminution des ventes due à la crise sanitaire. Pour le côté de droit, c'est les ventes du mois de mai. Comme vous savez, le gouvernement a commencé à ouvrir un peu plus dans certaines régions. Pour la région de Laval, vous voyez qu'il y a une tendance de vente qui est assez constante, mais le cumul ne se rattrape pas, tandis que dans d'autres régions plus éloignées de la région de Montréal, on voit un effet de rattrapage un petit peu. Maintenant, nous allons voir aussi pour le côté des ventes des copropriétés. C'est un peu le même phénomène, mais regardez bien par contre, les copropriétés étaient tellement dans un bon élan que les ventes, seulement à partir du 10 avril environ, on est revenu au même niveau que 2019. Ça va être le petit graphique à gauche. Pour le graphique à droite, vous voyez une amélioration des ventes. Là. La tendance était à monter un petit peu, mais à partir du 19 mai, 20 mai, vous voyez la tendance des ventes qui revient exactement comme en 2019, qui est quand même assez intéressant. Basé sur mon introduction du départ, je vais sûrement vous poser des petites questions là-dessus pour les courtiers qui sont intéressés à en discuter. Maintenant, si on regarde l'impact de la crise sanitaire par secteur géographique, c'est des secteurs géographiques qui sont montrés ici, qui sont les mêmes que le baromètre. Pour la province de Québec, il y a eu une diminution au mois d'avril 2020 de 63 des ventes. Pour la région de Laval, c'est 69 Comme Charles l'a précisé au départ, nous avons fait cette présentation sur beaucoup de régions pour l'ensemble de la province de Québec et on voit une tendance. Plus que vous êtes loin de la région de Montréal, plus que les ventes ont moins diminué et plus que vous êtes proche de Montréal ou à Montréal, plus la réduction des ventes a augmenté. Donc, c'est vraiment relié plus sur l'impact sanitaire directement des endroits d'éclosion du virus. Maïka, s'il vous plaît, merci. Maintenant, pour les inscriptions, parce que vous savez très bien, vous êtes des courtiers, pour vendre, vous avez besoin des offres. Présentement, les inscriptions résidentielles, sont surtout reliées à une politique publique du gouvernement. Vous pouvez le voir énormément à partir du 15 mars environ. Vous avez une diminution qui s'est faite et pratiquement un statu quo, plus de nouvelles inscriptions. Ça a été quand même assez flagrant. Depuis environ le 11-12 mai, quand il y a eu un certain relâchement, on est revenu sur une tendance qui était très similaire à 2019. Mais on ne l'a pas rattrapé encore, ce qui peut être intéressant. Par contre, pour les copropriétés, pour la prochaine inscription, totalement différent. La même chose pour les inscriptions. Un peu plus tard, le 27 mars, on dirait qu'il y a un certain retard pour les inscriptions pour les copropriétés pour les personnes qui ont voulu loter. Mais pour l'inscription après le début du déconfinement, vous voyez une amélioration et maintenant, on est pratiquement rendu au même niveau que 2019, même en période de pandémie. Et honnêtement, Laval, c'est une exception pour la province de ce côté-là, pour les copropriétés. Il y a un petit phénomène qui se passe là, c'est vraiment super intéressant. Moi, je trouve tout intéressant, qu'est-ce qui est bizarre, donc faites-vous-en pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé si on compare à la province de Québec pour les inscriptions résidentielles? Le Québec, c'est 75 encore politique publique. Pour Laval, 80 même phénomène. Plus vous êtes proche du centre de l'île de Montréal, plus que vous êtes un peu plus haut que la moyenne provinciale. Et plus que vous êtes loin, c'est le contraire. Maintenant, si on regarde, et en passant, je bouge beaucoup parce que j'ai un chat qui m'attaque quand je parle. Donc, je m'en excuse. Où en est la région administrative de Laval dans son cycle immobilier? En fait, c'est ça qui vous intéresse parce que c'est comme ça qu'on interprète les prix médians. Comment ça marche? Les conditions du marché. C'est toujours basé sur le nombre de mois d'inventaire. Quand vous êtes plus bas que 8 mois d'inventaire, vous êtes des vendeurs. Quand vous êtes de 8 à 10, vous êtes en période équilibrée. Quand vous avez plus que 10 mois d'inventaire, acheteur. Comment qu'on le calcule? C'est quand même
intéressant d'en parler parce que c'est des inscriptions sur la moyenne des 12 derniers mois, sur les ventes à moyenne des 12 derniers mois. Des fois, le monde pense que c'est vraiment comme l'ensemble des 12 derniers mois. Non, c'est des moyennes sur des moyennes qui donnent un nombre de mois d'inventaire moyen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Voici depuis 2014 la région administrative de Laval. Le mois d'écoulement d'inventaire, si vous pouvez voir du côté gauche, l'échelle, ça part de 0 mois d'inventaire en haut jusqu'à 20 mois d'inventaire. Comme j'expliquais, si vous êtes à 8 et moins, c'est une condition qui est favorable aux vendeurs, condition équilibrée de 8 à 10, et en plus haut que 10, c'est aux acheteurs. Pourquoi c'est si important? Les prix médians sont corrélés directement avec ce mois d'écoulement d'inventaire. Vous pouvez voir vraiment, vous pouvez prédire un peu les prix médians qu'on va se rendre. Pour la région de Laval, vous étiez dans des conditions très, très favorables aux vendeurs depuis environ le mois de janvier 2018 et vous avez une accélération dessus qu'on a pu voir aussi sur les prix médians que Micah a présenté plus tôt. Si on peut changer de diaporama, merci. Les conditions du marché par secteur. OK. Vous pouvez les voir comme secteur du centre-ville de Laval pour les unifamiliales ou pour les copropriétés, 2,9 mois ou 4 mois. C'est vraiment pas beaucoup d'inventaire. C'est quand même un marché très, très serré, Laval. Et vous pouvez voir pour l'ensemble du marché, pour Laval, que c'était serré. Là, on passe le pire. On dit pire et c'est pas pire pantoute. 5,5 mois d'inventaire pour Sainte-Dorothée. Vous faites quoi, Sainte-Dorothée? Vendez plus, là? Comment? Allez, on se rattrape là-dessus. Si on peut passer à l'autre condition. OK, ça, c'est la partie théorique que moi, je trouve intéressante. Pourquoi qu'on parle tout le temps des conditions d'inventaire du marché? Parce que tous les cycles immobiliers au monde passent par les mêmes phénomènes. On passe tout le temps dans une phase 1 de stabilisation reprise quand on sort d'une récession. Ça, c'est quand tu es à environ 12, 14, 16 mois et tu commences à diminuer ton nombre de mois. Tu t'en vas dans une croissance, dans une expansion quand tu passes d'environ de 10 mois jusqu'à 4-5 mois. Tu es dans une phase euphorique quand tu es plus bas que 4-5 mois. La phase euphorique, on ne sait jamais combien de temps que ça va durer. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer plusieurs années. Ça dépend du marché économique et de tous les facteurs macroéconomiques que Charles a parlé au début et pourquoi c'est si important d'en parler. Ensuite, la phase 4, la contraction de revirement. Habituellement, c'est basé sur les impacts économiques. Ici, totalement différent, c'est basé sur une crise sanitaire. Donc, c'est beaucoup plus difficile à évaluer parce qu'on ne l'a jamais vécu. Ensuite, on passe dans une phase de récession et on s'en va vers une phase de stabilisation reprise. Maintenant, ce qui vous intéresse, comment Laval était? Comme vous avez vu au départ, Laval unifamilial, on s'en allait dans une phase euphorique. Et je ne dis pas que le monde était euphorique pour acheter toutes les maisons, c'est juste à cause des mois d'inventaire, c'est le mot technique qu'on utilise. Les copropriétés, croissance, expansion, vous voyez toutes les constructions de copropriétés qui se font, autant dans le logement locatif que dans les ventes de condos au centre-ville de Laval. C'était quand même, ça marchait très fort. Maintenant, si on regarde par les secteurs du baromètre, comment ça influence? C'est vraiment les prix médians. Laval, dans le premier trimestre, a eu une augmentation de 10 % des prix médians dans un trimestre comparé au trimestre de 2019. C'est énorme. Et même avril, là, on parle d'une période pandémique avec beaucoup, beaucoup moins de ventes. Il y a quand même une hausse de 6 %. C'est quand même assez génial. Et les copropriétés, 11 et 10 %. C'est une partie que vous voyez que le resserrement du marché est quand même intéressant pour Laval. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Charles va vous en parler avec les crises économiques et perspectives du marché. Merci à vous et à toi, Charles. Alors, donc, on part de loin, hein, donc un marché extrêmement serré avec des cas de surchauffe du fait des resserrements extrêmes des conditions de marché. Donc, vous avez pu voir avec Éric l'impact de la crise sanitaire sur l'activité et sur donc les mises en marché, donc un gel du marché d'une certaine manière et aussi finalement des prix qui sont restés avec des croissances relativement fortes pour les transactions qui sont réalisées pendant cette période parce que le rapport entre l'offre et la demande est resté très serré. Maintenant, que nous réserve l'avenir? Alors je ne vous dévoile rien de très
très nouveau. Là, vous avez vu dans les médias, l'année 2020 va être une année qui sera en récession. C'est officiel. Hein. Techniquement, 2 trimestres de récession, 2 trimestres de contraction de la croissance économique, c'est une récession. Mais c'est une récession qui va être de courte durée. Hein. Ce n'est pas une récession typique. Là. On a vu qu'elle a été provoquée d'une certaine manière, mais elle est sous contrôle par certains aspects. Et on pense qu'avec la réouverture de l'économie qui avait été d'une certaine façon fermée par les autorités, il va y avoir un rebond important au 3e trimestre, donc de l'ordre de 40%, avec une certaine normalisation par la suite, quand même 10% de croissance au 4e trimestre. Et ensuite, pour 2021, eh bien, on devrait quand même rentrer dans des niveaux plus habituels, mais quand même d'une croissance avantageusement comparable par rapport aux standards historiques. Alors, au niveau de l'emploi, ça c'est très important de regarder. Comme vous le voyez sur le graphique de droite, il y a un pic du chômage. Là. Il va y avoir un pic du chômage au 2e trimestre 2020. En fait, le pic a plus exactement eu lieu en avril avec 17% de chômage. Donc, on s'attend à un 2e trimestre avec plus de 10% de chômage. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'avec donc le rebond économique, là, le rattrapage qu'on va connaître au 3e trimestre, il va y avoir le chômage va se résorber assez rapidement. C'est beaucoup finalement de chômage temporaire, chômage technique, là, et les gens vont pour la plupart retrouver leur emploi, notamment grâce aux programmes gouvernementaux qui ont été mis en place. Mais il y a quand même pas mal de ménages qui vont malheureusement perdre de manière plus durable leur emploi. Et ça, c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qui va faire mal au niveau immobilier. Donc, nous, on pense de façon générale que le choc économique va être amorti. Alors, parmi la plupart des provinces, celle de Québec était quand même la mieux préparée pour absorber un choc économique. Pourquoi? Parce que l'économie québécoise est avantageusement diversifiée. Hein? Les ménages sont moins endettés et possèdent une meilleure épargne, donc un coussin plus important que les autres concitoyens canadiens. Les finances publiques du Québec sont en meilleure posture que bien d'autres provinces. Et c'est le résultat aussi d'une politique d'austérité qui a été pas mal menée dans le début des années 2010. Donc, on en récupère un peu les fruits et le gouvernement a investi massivement dans les infrastructures grâce à cette bonne santé financière. Donc, ça va aider par la suite pour la reprise économique. Puis, en fait, on bénéficie aussi de taux d'intérêt extrêmement bas. Hein, si la province était, la province était seule, les taux d'intérêt, compte tenu de la croissance économique qu'on a vue, devraient être plus hauts que ce qu'ils sont. Mais là, on bénéficie un petit peu de la mauvaise performance économique de l'Alberta ou des provinces de l'Ouest au cours des dernières années. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont si bas et que le Québec finalement en profite et que le marché immobilier en profite. Donc, comme je vous disais, les différents paliers de gouvernement supportent massivement les ménages et les entreprises durant cette crise. Donc, cette injection massive d'argent va forcément permettre un rebond rapide de l'économie dans le 2e semestre de 2020. Hein. Ce n'est pas forcément le cas dans les récessions habituelles. Hein. Tout le monde, il n'y a pas cette espèce de solidarité que l'on voit en ce moment pour supporter les ménages et les entreprises. Hein. On voit que la Caisse de dépôt aussi va injecter 4 milliards de dollars donc, et d'autres institutions aussi. Donc tout le monde s'y met et c'est ça qui va nous permettre de sortir plus rapidement de cette crise. Toutefois, il faut faire attention et il faut être prudent. Et c'est pour ça vous le verrez, on a un scénario plus pessimiste. Le virus, il pourrait y avoir une 2e vague. Donc, on est un petit peu dépendant de l'évolution sanitaire pour la suite. Pour le moment, il n'y a pas de traitement, donc il faut quand même être très prudent. Il se pourrait qu'éventuellement, il y ait une 2e phase de confinement. On ne l'espère pas.
Alors, les entreprises, les commerces, tout le monde va devoir vivre avec ce virus, ce qui fait que ça va quand même avoir un impact sur l'économie. L'économie, oui, va rebondir, mais va être un petit peu limitée. Et donc, s'il y a une deuxième vague, ça va être encore pire. Les régions ne sont pas sur le même pied d'égalité, donc c'est sûr que certaines régions ont des secteurs économiques qui sont moins exposés à la crise actuelle. Puis la fermeture des frontières limite les flux migratoires. Ça, c'est un enjeu pour la région de Montréal, hein, qui était pas mal supportée donc, par l'immigration et les flux migratoires, les travailleurs non permanents qui sont venus pour prêter main forte à l'économie. Alors, de nombreux secteurs ne reprendront que graduellement, et c'est pour ça que certains secteurs, oui, sont plus gravement touchés que d'autres. Le secteur de la restauration, hôtellerie, tourisme, aéronautique. Alors, tous les ménages qui travaillent dans ces secteurs-là risquent moins facilement de retrouver un emploi pour ceux qui sont au chômage, et donc ils risquent aussi de devoir se départir de leur propriété dans le courant du deuxième semestre. Hein. On sait que les institutions financières ont accordé des reports de paiement hypothécaire. Alors, pour le moment, tout va bien, mais c'est vraiment au troisième trimestre, je dirais, qu'on va vraiment voir les véritables impacts sur le marché immobilier, notamment pour les ménages les plus précaires. Donc, la confiance pourrait être affectée plus profondément, mais il faut garder en tête quand même que l'immobilier reste un secteur qui est vu comme l'immobilier résidentiel, hein, comme un élément fondamental, un bien essentiel. Les gens travaillent de chez eux, hein, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin d'être confortables chez eux. Donc ça va jouer en faveur de l'immobilier résidentiel, parce que le secteur commercial, c'est une autre histoire. Alors, nous, pour faire nos prévisions, pour faire le suivi aussi du marché au niveau plus macroéconomique, nous suivons évidemment la création d'emplois et le taux de chômage parce que bon, ça a un impact sur les revenus et sur la confiance des consommateurs, évidemment. La composante démographique est super importante, hein. Donc la création des ménages, ce qui n'est pas le cas dans le secteur de l'immobilier commercial. Donc ça va venir soutenir parce que la démographie est quand même bonne au Québec, même s'il y a un vieillissement de la population, il y a quand même une bonne croissance démographique. Alors, c'est évidemment la croissance naturelle de la population, mais c'est aussi surtout le sol migratoire dont peuvent bénéficier certaines régions administratives, les gains migratoires plus exactement. Ensuite, je vous ai parlé des supports des mesures gouvernementales et des investissements aussi privés et publics que Maïka détaillera plus en détail pour votre région tout à l'heure. Hein. Alors, les gouvernements ont depuis 3 ans, et puis même le dernier en date était très expansionniste avec de forts supports, notamment au niveau des investissements en infrastructure. L'activité de construction, là, elle rentre dans nos paramètres d'évaluation et là, on voit qu'elle est quand même inférieure à la moyenne historique. Il y a un déficit d'offres par rapport à la demande, donc ça vient supporter le marché de vendeurs, notamment pour l'aval. Alors, ensuite, les taux d'intérêt, là, on anticipe évidemment avec ce qui se passe, des taux d'intérêt très bas de façon assez durable. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de nos prévisions? Finalement, hein, dans notre scénario de base, on pense qu'il va y avoir quand même une chute transactionnelle quand même très significative de moins 22% pour 2020, mais ça ne viendra pas affecter les prix. On pense que pour l'unifamilial, parce que c'est notre catégorie de propriété de référence, que la contraction sera seulement de moins 2%. Alors, on est vraiment beaucoup moins pessimiste que la SCHL si vous avez eu la possibilité de tomber sur les prévisions. Enfin, ça a été pas mal relayé par les médias. Donc, on pense qu'il n'y a pas lieu d'être si pessimiste que ça. Et on pense, avec le rebond de l'économie, comme je vous l'ai expliqué, qu'on va retourner à des niveaux qui ressemblaient à ceux de 2019 en 2021, avec une hausse de 25% des transactions par rapport à 2020 et un rattrapage des prix, une croissance des prix du fait des conditions de marché qui vont rester quand même favorables aux vendeurs en 2020. Donc,
plus 9% au total pour le Québec en 2021. Évidemment, si les choses se passent moins bien, le scénario change sensiblement et on pense que effectivement, c'est sûr qu'en 2020, il va y avoir moins d'activité, encore moins d'activité que dans notre scénario de base, mais c'est surtout que les prix risquent d'écoper davantage avec une baisse donc de moins 7% parce que les conditions de marché pourraient être plus sévèrement touchées. Et en 2021, on pourrait s'attendre à un petit rebond beaucoup moins important que ce que ça pourrait l'être, avec des prix qui pourraient rester pas mal flat. Donc ça, c'est vraiment le scénario le scénario pessimiste qu'on envisage si les choses ne passent pas tout à fait comme on voudrait. Alors, si je reviens sur la région administrative de Laval, comme on a parlé, comme Éric a déjà introduit le phénomène, hein, Laval a quand même été pas mal touché par le COVID. La densité de la population est quand même moins importante qu'à Montréal, mais elle est quand même beaucoup plus importante que la moyenne provinciale. Et si on se compare par exemple à une ville comme Québec, c'est quasiment presque 2 fois plus dense que Québec. Donc, il y a une propagation du virus. Le virus circule à Montréal, mais bon, ça devrait, avec le temps, on l'espère, s'améliorer. Donc, Montréal, Laval, hein, dans le hit parade, dans le top disons, en termes de ranking, là, Laval se place quand même 11e comme région la plus touchée par le virus. Donc, ça va avoir quand même un impact sur la reprise économique de l'île. Donc, on le prend en considération. Mais bon, si on regarde les secteurs économiques, si on regarde la répartition de l'emploi selon le secteur d'activité à Laval comparé à la moyenne provinciale, eh bien, on voit quand même que Laval se positionne pas si mal. Ce qui risque de faire le plus mal à l'économie de Laval, c'est la forte présence du commerce, des commerces de détail et de gros. Donc ça pourrait avoir un impact avec les règles de distanciation sociale, avec la prudence des ménages, avec l'importance des ménages qui œuvrent dans le secteur du commerce des détails, c'est les ménages les plus précaires. Ça pourrait avoir un impact donc sur l'économie de Laval pour 2020, plus important qu'ailleurs. Il y a aussi le secteur de l'enseignement qui est assez présent à Laval et qui est supérieur donc à la pondération au niveau national. Par contre, le secteur de la construction, même s'il est inférieur aux autres régions et à la moyenne provinciale, on pense qu'il est quand même suffisamment important pour stabiliser la situation. Et le secteur de transport et de l'entreposage est très présent à Laval. Donc ça, c'est un secteur, par contre, qui est très résilient par rapport à la crise que l'on connaît. Donc, il va venir compenser un petit peu les mauvais impacts des autres secteurs. Moi, ce que je regarde davantage, c'est la démographie et on voit qu'à Laval, quand même, les perspectives sont extrêmement bonnes. Donc, pour les 5 prochaines années, on parle de près de 10 000 nouveaux ménages attendus. Alors, c'est sûr que là, ce sont des statistiques qui ont été compilées ou en tout cas évaluées en 2019 avec la fermeture des frontières, avec la plus faible immigration. Peut-être que ça devrait être plus bas que ça, mais quand même, Laval était en très bonne posture au niveau démographique et on pense que ça va, en 2021, reprendre le dessus. Alors, je vais laisser Maïka un petit peu voir avec vous les projets d'investissement privé et public qui vont aussi supporter l'économie. Merci, Charles. Pour ce qui est des investissements privés et publics, on a enregistré dans la région de Laval une baisse en 2019. Par contre, la croissance devrait être au rendez-vous en 2020. Parmi les projets d'investissement qui vont venir soutenir la région, c'est surtout des projets immobiliers, beaucoup de projets de condos et locatifs.
Parmi les projets d'envergure, on a le Central Park Laval de 500 millions, Espace Montmorency de 500 millions aussi, Urbania 2 et le Market. Et puis, ces projets-là vont venir s'inscrire dans le projet de revitalisation du centre-ville de Laval. On sait aussi le REM, Laval va avoir des stations dans l'ouest de l'île, donc on a commencé la construction en 2019. La construction va se poursuivre jusqu'à 2023, donc va venir apporter des emplois dans la région et devrait être bénéfique à long terme pour Laval. Aussi, la région est confrontée à un problème de fluidité des transports. Donc, Transport Québec va venir investir des sommes assez importantes dans l'entretien et l'amélioration des infrastructures routières. On parle de 121,6 millions de dollars. Aussi, non négligeable, la Commission scolaire de Laval qui va venir construire et rénover des locaux pour la maternelle 4 ans. Des sommes aussi importantes à ce niveau-là, puis qui vont sans doute attirer des ménages dans la région. Et puis finalement, il y a Sunwing Canada puis il y a l'hôtel Sheraton qui avait des projets d'investissement dans la région. Par contre, étant donné, on sait que c'est des projets qui sont reliés au tourisme, c'est sûr que ça génère un peu d'incertitude à savoir est-ce que ces projets-là vont être poursuivis, est-ce qu'ils vont être annulés. Mais tout de même, c'était des projets d'envergure, donc on espère qu'ils vont être poursuivis. Alors, si on regarde l'évolution prévisionnelle des conditions de marché pour Laval pour les prochains mois et pour 2021, bon, ben, on voit que pour 2020, les conditions de marché vont se détériorer, relativement se détériorer, sans tomber dans des conditions de marché favorables aux acheteurs, ni dans des conditions de marché équilibrées. Ça va toujours être des conditions de marché favorables aux vendeurs. C'est sûr que la dégradation risque d'être relativement rapide du fait d'une hausse anticipée des nouvelles inscriptions au cours des prochains mois. On sait que Laval, comme je vous disais, compte beaucoup d'emplois dans le secteur du commerce, des détails. Il y a des gros centres commerciaux, il y a beaucoup d'emplois à plus faible revenu, aussi qui sont plus impactés par la crise. Beaucoup de jeunes ménages aussi à Laval. Donc, tout ça fait en sorte qu'il pourrait y avoir davantage de mise en marché dans la région administrative de Laval. Et on pense notamment dans le secteur de la copropriété. Et c'est ce qu'on voit déjà un petit peu à travers les chiffres que vous a présentés, Éric. Ceci étant dit, on pense que ça va être relativement ponctuel, puis que le marché va se ressaisir à partir, donc, je dirais, vers le deuxième trimestre 2021. Puis, donc, on va frapper un petit seuil, mais on sera toujours dans un marché de vendeurs, ce qui est favorable pour la croissance des prix, comme je vais vous le montrer dans la diapositive suivante. Donc, comme vous le voyez, on va connaître une petite contraction des prix en 2020, rien de si grave, c'est de l'ordre de 3% pour le résidentiel en général, mais on envisage véritablement un rebond des prix pour 2021 et de l'ordre de 6 à 9%. Donc ça, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Et ceci clôt la présentation. Donc, si vous avez des questions, nous aussi, on va vous en poser par rapport à l'évolution du marché des copropriétés, par exemple. Alors, vous pouvez aussi nous joindre par la suite à l'adresse qui est présentée sur votre écran. Alors, merci à vous. Bonjour, je vais prendre un peu la parole. Je suis la personne la plus interactive du groupe, donc habituellement, je parle beaucoup. Juste pour préciser nos prévisions qu'on a faites, les meilleures personnes au monde qui sont les économistes qui font des forecasts, des prévisions, ils ont raison 50% du temps. Nous, on pense qu'on va avoir raison à 50,1% du temps. Donc, on espère pour vous qu'on va se tromper, que les prix médians vont augmenter plus vite. Mais ça, c'est encore un guess. Les copropriétés. J'aimerais savoir s'il y aurait des courtiers. En fait, je vais faire un petit message. Monsieur Marc Lacasse a posé une question qui était super intéressante sur les délais de toutes les transactions. Surtout quand un mandat de 6 mois, un autre mandat de 6 mois et un autre mandat de 6 mois, souvent le délai est seulement mis sur le dernier mandat et pas sur l'ensemble.
C'est une excellente question. C'est un problème qu'on sait qu'on est au courant. Nous sommes en train de vérifier techniquement comment on peut gérer cette situation. C'est quelque chose qui a toujours été là. Donc, on essaie de regarder plus en détail. Ça ne veut pas dire qu'on va changer. Ça veut juste dire qu'on le regarde en détail et on verra au fur et à mesure où on peut aller. Copropriété. Est-ce qu'il y a un courtier ici qui pourrait m'aider à déterminer comment ça les copropriétés à Montréal sont à Montréal, à Laval, sont si populaires présentement? Est-ce qu'il y aurait un courtier qui serait disponible à discuter? Je vous avertis, je vais choisir le monde. Je vois des caméras, je vois des figures, donc je vais choisir du monde au hasard. Ceux qui ont l'air vraiment intéressés. Monsieur Di Genova, vous avez l'air super intéressé, donc je vais vous mettre sur le spot. Je ne sais même pas si vous faites des condos ou des maisons, mais on va le voir tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre marché, c'est quoi exactement? Présentement, je suis sur la rive sud. J'ai une couple de clients sur la rive sud, alors je travaille sur la rive sud, mais j'habite à Laval. OK. Alors, c'est plutôt des unifamiliales que je suis en train de travailler. Alors, pour le marché de condos, je ne pourrais pas vraiment être la personne ressource pour mes collègues. Ah, ben merci. Ben, comme je vous l'ai dit, question de prévision, j'ai 50% du temps, j'ai raison. Donc là, je suis tard. Donc, on va choisir quelqu'un d'autre. Madame Chantal Demers, est-ce que vous êtes sur les copropriétés pour Laval? Oui, je pourrais dire qu'à Laval, ce qu'on observe beaucoup, c'est des gens qui sont rendus à un stade de vie, une phase de vie, qui doivent vendre leur propriété et parce qu'ils veulent migrer vers quelque chose de plus petit, moins d'entretien. Alors, il y a beaucoup de familles qui ont élevé leurs enfants et que là, ils veulent passer à une autre phase de vie. Est-ce que vous voyez une différence présentement avec la COVID, ils veulent prendre plus leur temps ou ça ne va pas changer? Si je peux me permettre d'ajouter actuellement que les inscriptions de copropriété que l'on a présentement trouvent preneurs à des prix, puis on le confirme là, ce matin dans votre présentation, à des prix assez similaires, même supérieurs à ce on aurait pu s'attendre, puisque ces copropriétés-là étaient en vente depuis un bon moment. Puis là, est-ce que les gens vont prendre plus leur temps? Je ne suis pas en mesure je pense qu'il est trop tôt pour avancer. J'aurais de la difficulté à dire est-ce que la majorité vont retarder leur mise en marché. Il est trop tôt actuellement pour moi pour affirmer cela, mais je peux affirmer cependant que les gens qui ont l'intention de vendre, c'est juste une question de reporter leur projet à l'automne. Ils veulent surtout voir qu'est-ce qui va se passer cet été et puis ils reportent leur projet. Alors, ce n'est pas un projet là, qui est annulé. Ah, super. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce qu'il y aurait des courtiers qui auraient des questions plus précises à poser à l'analyse du marché sur les secteurs géographiques, sur la façon de présenter des données ou juste des questions autres? Sinon, je vais encore choisir du monde au hasard. Je vous avertis, je ne suis pas gêné pour 2 cents. Vous pouvez aussi choisir l'option « Lever votre main » ou par clavardage. Ah, M. Soriol est d'accord avec Mme Demers. Merci, M. Soriol, vraiment apprécié. Éric, peut-être que j'aurais voulu savoir, moi, oui, vas-y. S'il y a des gens qui envisagent de vendre leur propriété à Laval pour aller s'installer sur la rive nord ou aller un petit peu plus loin avec des conditions donc de prix plus avantageuses et une qualité de vie aussi plus intéressante compte tenu maintenant du fait que les distances sont un peu moins importantes qu'avant avec le télétravail et tout ce qui se passe. Donc, juste essayer de comprendre un phénomène vers la rive nord ou les Laurentides même. Donc, est-ce qu'il y a du monde qui voudrait répondre à la question de Charles? Ah, Monsieur Jean-Sébastien. Merci, Jean-Philippe. Oups, juste un instant. Allez-y maintenant.
que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de monde de Laval et de Montréal qui m'approchent sur la Rive-Nord, qui souhaitent aller même jusqu'à Saint-Jérôme pour être capable de trouver une maison abordable de 4 chambres. Et c'est très difficile maintenant de trouver une maison de 4 chambres dans Laval qui va être en bas de 390 000, 389 000 et qui est un peu moderne, là, qui est un peu équipé. Alors, les gens vont vers le nord, les gens cherchent des condos. S'ils veulent rester sur Laval, ils ne peuvent plus acheter des maisons, les premiers acheteurs du moins. Alors, cherchent les condos comme premier achat. Et c'est ce que moi, je vois, là. Une tendance à aller vraiment, vraiment haut, loin. Très intéressant, merci. Est-ce que vous pensez que le télétravail va changer la donne sur la distance que le monde veut aller? Parce que ça va peut-être pas être 100%, mais ça va être plus un mix. Donc, le trafic va peut-être changer aussi dans certaines journées. Donc, il va y avoir de plus en plus de monde qui va aller vers l'extérieur. Surtout pour les professionnels. Les professionnels qui ont la possibilité de le faire. Comme récemment, j'avais un informaticien. Justement, pour lui, Saint-Jérôme et Prévost, ce n'est pas un problème parce qu'il vient 2 fois à Montréal, il prend le train, il s'arrange. Mais pour les travailleurs autres, ça va être un problème. En effet. En effet. Je vois Mme Jacques qui clignote de la tête et qui fait oui à M. Pelletier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vous l'ai dit, je prends le monde au hasard. Non, c'est assez complet. Puis je suis d'accord justement avec ce que monsieur dit. Effectivement, si les gens ont l'opportunité de pouvoir travailler de la maison, je pense qu'ils vont vouloir trouver une maison à leur goût dans un secteur peut-être qui va être plus éloigné à ce moment-là. Ça va être moins le facteur secteur qui va être important, puis plutôt le confort de leur propriété parce qu'ils vont travailler dedans puis ils vont passer leur journée dedans. Ça va devenir un peu leur bureau. Par contre, il a raison, c'est pas tout le monde qui a cette réalité-là. Puis il y a encore des gens, malheureusement, qui doivent se déplacer pour aller travailler. Alors, ces gens-là, j'ai l'impression que ça va être 50-50 peut-être. Là. Intéressant. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des courtiers ici qui regardent des statistiques avec vos clients, voir de où qui vient et de où qui veulent aller et voir s'il y a une tendance à ce qu'ils sortent du genre du centre-ville de Montréal pour aller plus vers Laval ou qui vont de Laval pour aller vers Saint-Jérôme, comme qu'on a parlé? Est-ce que vous suivez ce genre de statistiques ou c'est juste quelque chose qui est plus une perception à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un courtier qui regarde ça? Non, c'est juste. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous pour le futur? Et gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter à stat@pcq.ca et on vous promet, si vous êtes poli, on va vous répondre, sinon on ne vous répond pas.